Ça va jouer comme la ça. base de notre civilisation, enfin de nos systèmes politiques en particulier, depuis Locke à la fin du XVIIe, qui était un philosophe anglais, c'était l'une des bases importantes, c'était le droit de propriété. Parce qu'à partir du moment où vous avez une propriété, que vous êtes riche, vous avez ce que les Américains appellent avec énormément d'élégance le fuck you money, c'est-à-dire si quelqu'un vous embête, vous lui dites j'en ai rien à foutre de ce que tu fais, moi je me retire dans mes terres et puis je suis tranquille. Et la seule façon de rendre les gens esclaves, c'est de leur enlever leur propriété. Donc il faut bien que vous rendiez compte que ça fait des années qu'on ronge le droit de propriété partout, petit à petit. Je conseille un certain nombre de grandes institutions financières en France. Je leur disais d'acheter des obligations chinoises il y a 4-5 ans. Elles sont montées alors que toutes les autres obligations ont baissé. Et ils m'ont dit, je n'ai pas le droit. C'est-à-dire que le gouvernement s'est arrogé le droit de dire ce que les sociétés d'épargne doivent faire avec leur argent. Il s'agit d'un vol de la propriété de ces gens-là, et on va les mettre, et donc les types vont se retrouver obligés d'acheter des obligations françaises qui vaudront rien, etc. Donc le vrai problème que l'on a aujourd'hui, c'est que ce côté sacro-saint qui est dans la Constitution française, hein, et dans le préambule, qui est le droit de propriété sur lequel il ne peut pas y avoir de liberté individuelle s'il n'y a pas de propriété individuelle. Mais et on est en train de l'attaquer. Et la meilleure façon de l'attaquer, c'est une guerre. Parce qu'à ce moment-là, vous dites, vous êtes un salaud parce que vous voulez pas défendre le pays. Et ce que dit Chantal par rapport à la phrase d'Emmanuel Macron sur l'économie guerre et ce qui se passe en Espagne, ben c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils vont nous coller dans une guerre pour pouvoir mieux nous piller. C'est ce qui me fait peur. C'est que je sens chez eux, d'abord, ils n'ont aucune culture historique. Ils n'ont aucune culture philosophique, ils n'ont aucune culture scientifique. Vous parlez des princes qui nous gouvernent. Des princes qui nous gouvernent. Et autrefois, qu'on le veuille ou non, si vous voulez, quand De Gaulle était là, les gars qui étaient dans les postes techniques, c'était des corps des mines. Donc ils savaient faire une règle de 3, quoi. Maintenant, c'est des inspecteurs des finances et des gars qui ont fait Sciences Po, et ils savent pas faire une règle de 3. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que nous avons une élite aujourd'hui qui est d'une pauvreté intellectuelle. Ouais, terrible. J'ai appelé ça l'ineptocratie. On est en pleine ineptocratie. Alors justement, on va avoir des auditeurs. Je pense qu'il y a des auditeurs qui nous attendent. Joseph. Oui, alors le prochain auditeur du coup qui va nous appeler, on vous le rappelle bien évidemment, vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 300 300 et c'est Pierre qui nous appelle. Bonjour Pierre. Pierre, bonjour. On vous écoute. Bonjour André, bonjour Charles. Charles Gave, bravo pour ce que vous faites, hein, je vous suis depuis longtemps. Et vous n'êtes pas le seul. Allez-y Pierre. Alors, avant de démarrer, vous ferez mes amitiés à votre fille que je suis également. J'aime beaucoup l'Institut des Libertés, puis une caresse au DAF. Très bien. Le DAF, c'est le clébard. Hein. Il est sympathique comme tout. Je suis un ancien maître chien, moi je connais tout ça. Alors Pierre, sincèrement, ça fait peur parce que le matin, c'est dur de se lever et d'avoir encore la motivation. Heureusement que la valeur travail m'anime. Mais en fait, on sait ce qui se passe, on sait ce qui va arriver quand on vous écoute. Et franchement, votre seul défaut, c'est de ne pas être hors allemand pour prendre l'économie française en main. Il n'en veut pas, il n'en veut pas. Ouais, je sais bien. C'est difficile de naviguer avec un paquebot qui est déjà coulé. En fait, moi, la question... C'est vrai, ça. La question, Monsieur Gave, c'est de se dire, on sait où ça va, on sait que ça va s'écrouler. Et en fait, ma question, moi, je pense qu'il faut que ça soit rapide. Plus ça va être long, plus le peuple français, les classes moyennes et tout le monde va souffrir. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Moi, j'espère que ce sera très très court. Ben, vous savez, c'est ce que disent les Allemands qui ont l'habitude, qui ont le sens de l'humour, comme chacun sait. Ils ont une phrase que j'aime beaucoup. Ils disent, il vaut mieux une fin horrible qu'une horreur sans fin. Sans fin, oui. Eh ben, je crois donc, je suis d'accord. Mais en l'occurrence, à votre avis, là, personne ne peut prévoir l'avenir. Si on pouvait prévoir l'avenir, le socialisme marcherait, on sait tous qu'il ne marche pas. Mais ce que je vais essayer de vous dire, c'est ça, on rentre dans une période qui va être très difficile. Et Oscar Wilde, quand il a été interrogé dans son procès comment il avait fait faillite, il a dit très lentement au début et très vite à la fin. Et c'est ce que j'espère, c'est-à-dire cette espèce de lente dégradation, ce lent étouffement dont on souffre tous. La seule chose qu'on doit faire, c'est de se débarrasser de cette classe. Cette classe
Dirigeante, vous dirigeante. Il faut changer de dirigeant, quoi. Il faut changer d'élite. Il faut une élite, mais il faut changer d'élite. Celle-là n'est pas une élite, c'est devenu une noblesse à la place d'être une élite. Donc, j'espère que ça va se passer vite, mais je ne sais pas, parce que personne ne peut le savoir. Mais par contre, il faut en tout cas... et ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut peut-être essayer de tisser plus de liens locaux autour de soi, de façon à ce qu'on puisse revenir au localisme. Revenir au localisme, pour qu'on puisse s'aider les uns les autres vite. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, j'avais une famille suisse dont j'étais assez proche, qui était une de ces grandes familles suisses historiques, bourgeois de Bâle depuis le XIIe siècle, etc. Et je me suis rendu compte d'un truc très curieux en Suisse, c'est qu'autour de ces grandes familles, il y avait toute une série de ce que les Romains appelaient la gens, c'est-à-dire des gens qui, dans le fond, ne dépendaient pas de la famille, mais quand ils avaient un problème, se tournaient vers ce chef naturellement, qui était le chef de la gens, et donc essayer de recréer une espèce de communauté, ancrée quelque part, région, famille, et famille aussi. Donc, j'ai pas de réponse à votre question, mais je sais qu'en tout cas, les solidarités proches doivent revenir. Comme les solidarités étatiques vont risque de se péter, il faut retourner aux solidarités proches. Toujours penser globalement, agir localement, comme disait René Dubos. Mais voilà, c'est tout à fait vrai. Joseph. Merci beaucoup Pierre qui nous appelait de l'Ain. On vous rappelle, vous pouvez continuer à nous appeler au 0826 300 300, comme l'a fait César qui nous appelle de Bayonne. Bonjour César. Bonjour César. Bonjour à tous. Alors bonjour Emmanuel, bonjour André Berkoff et bonjour Charles Gave et tous les autres. Et je vous en veux pas d'être de Bayonne, hein. Puisque moi je suis Biarritz, vous savez. Il est de Biarritz, Non, Biarritz pour le rugby, on parle de choses sérieuses. Ah oui, d'accord, parce que je vous ai jamais vu sur Biarritz, c'est pour ça. Alors, juste pour dire, André Berkoff, vraiment, votre jingle, il est super drôle. Je voulais vous dire, qu'est-ce qu'on rigole avec vous, c'est vraiment super sympa. Et merci d'apporter autant de rire, voilà, c'est juste pour dire ça. Merci. Merci. Parce que le rire, c'est très bon pour l'esprit, donc voilà. Ah, très, indispensable. Et alors, juste pour dire, je suis très content donc de parler à Charles Gave. Moi, je voudrais juste lui dire un petit conseil. Il en fait ce qu'il veut, mais c'est juste pour lui dire parce que moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, Monsieur Charles Gave, j'aimerais juste vous dire, vous, des gens comme vous, comme Philippe Murer, comme Olivier Delamarche et des gens comme ça. Moi, vous savez, j'ai pas eu mon bac, mais avec le temps, je me suis intéressé à l'économie et j'aimerais que vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que vous pouvez le faire. J'aimerais que vous donniez des cours aux gens pour éduquer les esprits, pour qu'ils puissent mieux réfléchir, parce que vous êtes quelqu'un de brillant, et ce serait formidable que vous fassiez des cours gratuits dans lesquels les gens puissent mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la monnaie, quels sont les avantages de ceci et cela, avec vos avis. Voilà, je voulais juste vous dire ça avant de poser ma question. Mais je pense que vous seriez utile, j'aimerais tellement... J'essaye de faire ça un petit peu avec ma fille, c'est presque des cours. J'ai vu, mais je voulais vous le dire, voilà. Merci beaucoup. César, posez votre question parce que nous avons beaucoup d'éditeurs, alors c'est pour ça. Alors ma question, elle est toute simple. C'est mathématiquement, je ne comprends pas. C'est par rapport à la dette. Je ne comprends pas comment des pays qui payent des impôts, comment est-il possible que des pays qui payent des impôts, donc qui donnent des sous de leur poche pour des réserves monétaires, se retrouvent avec des pays endettés. Moi, c'est ça que je comprends pas. Une entreprise qui fait des réserves, elle n'est pas endettée. Une personne qui fait des réserves pour elle-même, elle n'est pas endettée. Mais des gens qui payent des impôts pour un pays avec des réserves monétaires, on se retrouve endetté. Donc, où va l'argent, comme vous dites, Charles Gave souvent? Où va l'argent? Je ne comprends pas. Et j'aimerais que vous me répondiez à cette question. Voilà. Alors, Charles Gave. Alors, c'est une question un petit peu technique, mais vous pouvez payer des impôts dans un pays et ce pays avoir ce qu'on appelle un déficit extérieur. C'est-à-dire qu'il achète à l'extérieur plus qu'il ne vend à l'extérieur. Et donc, automatiquement, ce déficit extérieur va être financé par des rentrées de capitaux. Les étrangers vont mettre de l'argent chez nous. Ils vont acheter de l'immobilier à Paris. Et comme ça ira très bien. Et donc, on peut se retrouver endetté alors même qu'on a une économie qui prospère. Mais là, je voudrais rajouter quelque chose sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que l'avantage énorme que nous avions en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc., c'est que nous avions la sécurité juridique. Ça veut dire la sécurité juridique, c'est-à-dire que si vous étiez un oligarque russe, que vous achetiez un club de football, il était à vous. Et on n'allait pas vous le piquer. Et donc là, ils ont dit aux oligarques russes, c'est à nous, fini. Vous vous comportez mal, donc allez vous faire voir. Donc allez vous faire voir. C'est-à-dire que le seul avantage qu'avait l'Occident vis-à-vis du reste du monde, c'est que quand vous achetiez un appartement à Paris, il était à vous. Tandis que maintenant, on vous le pique.
C'est-à-dire, le gars va se dire, je vais plus acheter. C'est-à-dire qu'on pourra plus avoir de déficit extérieur. La confiance casse et donc terminé. Vous achèteriez un appartement si vous étiez oligarque russe qu'à Paris? C'est clair. Ben non. Et donc, vous allez mettre votre argent où? Vous voulez dire qu'avant, même s'il y avait guerre, même s'il y avait conflit, c'était à vous. C'était à vous. C'était à vous. Et il y avait ce qu'on appelait en droit anglais le due process, c'est-à-dire pour vous le piquer, il fallait 10 ans de procès quand on a. Et bien maintenant, c'est fini. C'est-à-dire qu'on va être obligé maintenant. Ce qu'on faisait, c'est qu'on leur vendait nos actifs, notre immobilier hors de prix, et on achetait leurs produits sous-cotés, vous voyez. Et donc, ça marchait très bien pour nous. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir acheter leurs produits à leur vrai prix, et qu'ils vont plus acheter nos produits surcotés. Donc, on va avoir une baisse du niveau de vie phénoménale. C'est clair. Restez avec nous sur Sud Radio, on est avec Charles Gave, économiste, et on parle de la crise monétaire et notamment en Europe. N'hésitez pas à appeler au 0826 3. Et bonjour Cédric. Bonjour à tous, monsieur Berkoff, bonjour monsieur Charles Gave. En fait, j'aurais voulu avoir une réponse à mes questions, parce qu'en fait, je me pose beaucoup de questions aujourd'hui, et je crois qu'il y a beaucoup plus de spéculation sur l'économie française aujourd'hui qu'il n'y a d'importation, ou il y a eu d'importations qui viennent de Russie ou d'Ukraine. Sur les 6 derniers mois, on a eu une augmentation sur le bioéthanol de plus de 30 centimes. D'accord. Donc là, je pense que ça vient pas d'Ukraine puisque ça arrive de France. C'est un produit 100% français. C'est du jambon de montagne qui est passé à 1 euro de plus ces derniers temps. Et tout comme ça augmente au fur et à mesure. Donc à un moment donné, je crois qu'en fait, sous le biais de cette soi-disant guerre qui existe et qui est complètement réelle, moi j'ai travaillé dans les produits chimiques et dans le bio, dans le carburant notamment, et on sait qu'on a 0,5% d'importation russe de produits pétroliers. Tout le reste nous vient du Venezuela ou d'Arabie Saoudite et d'autres pays. Pourquoi en fait on joue là-dessus, si ce n'est peut-être pour renflouer en fait les caisses de l'État qui souhaitaient déjà depuis très longtemps que le carburant passe à plus de 2 euros. Voilà ma question, et j'aimerais savoir si en fait il pouvait nous y répondre, parce que je pense qu'en fait on nous prend pour des imbéciles, et sous le biais de quoi qu'il en coûte sur le côté mondial, en fait les États récupèrent l'argent par le biais du carburant, puisqu'en fait il y a des taxes, et que ce soit en Espagne, que ce soit au Portugal ou n'importe où, en fait tout devenait à peu près égal, comme si qu'en fait il fallait rembourser le coronavirus par le biais de ce carburant. Oui, on a bien compris, non, Cédric, vous avez raison. En fait, on spécule. Nous, voilà, ce soir on improvise, non, ce soir on spécule. C'est-à-dire des produits qui sont d'ici, qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Mais alors, vous placez-vous dans la position du gars qui vend ses produits en France. Il est très bien, il va pas l'augmenter pour les Français, soit. Mais s'il y a un étranger qui arrive et qui, lui, en a absolument besoin et qui est prêt à payer 2 fois plus, le prix va monter. Il se trouve que dans un certain nombre de produits, vous avez ce qu'on appelle des prix mondiaux. C'est-à-dire, c'est pas en France, même si c'est la France qui est le principal producteur. Par exemple, la France est un gros producteur de blé, mais vous vendez sur le marché international le prix au prix mondial qui incorpore le prix américain, le prix ukrainien, le prix russe, etc. Donc, vous pouvez dire, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va interdire à la France d'exporter son blé, mais de quel droit punissez-vous un pauvre paysan français qui, depuis des années, avait un blé qui était bas, pour une fois que ça monte, une fois qu'il va gagner sa vie, on va lui piquer. Et puis on sait très bien comment ça marche, de bloquer les prix. Vous bloquez les prix, et ensuite vous vous retrouvez 2 ans après avec des camps de concentration partout, parce que ça ne marche jamais, ça n'a jamais marché nulle part. La seule chose qui marche, c'est des prix libres. Non mais, oui, mais ce que dit Cédric, pardon. Non, on pourrait peut-être arrêter d'augmenter les impôts sur par exemple, il y a la TVA qui est en pourcentage. Voilà. On pourrait peut-être mettre un impôt en prix fixe. Mais en réalité, ce qu'il faut faire en France, c'est que on a aujourd'hui un système fiscal qui est incompréhensible. Moi, qui suis pas plus bête qu'un autre, je fais faire ma déclaration d'impôt, qui est pas très compliquée, par un spécialiste. Ça me coûte la peau des fesses, parce que c'est incompréhensible. Quand j'étais à Hong Kong, ma déclaration d'impôt, c'était une carte postale. Vous avez gagné combien cette année? Vous nous envoyez 17%, merci beaucoup, quoi. Basta, c'était que ça. C'était que ça. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des trucs dans tous les sens, personne n'y comprend rien. Donc, la vraie question que vous devriez vous poser, c'est, aujourd'hui, l'État français prélève à peu près 62% de la richesse française. Et rien ne marche. Pour faire quoi? Voilà, rien ne marche. La police ne marche pas, la justice ne marche pas, l'armée ne marche pas. L'armée a 2 jours de munitions aujourd'hui. Vaut mieux pas qu'on se fasse attaquer par vraiment 2 jours de munitions. 2 jours de munitions, c'est absolument effrayant. Et donc, rien ne marche.
l'éducation c'est un désastre. Donc vous vous dites, il faudrait faire un audit des dépenses de l'État. Un type comme Charles Pratt, que vous avez reçu, nous explique qu'il y a 53 milliards de fraude. Moi, je sais pas, si j'étais au gouvernement, je m'intéresserais à ce bouquin, en disant à Charles Pratt, je le ferais venir et je lui disais, expliquez-moi comment je peux économiser 53 milliards sur des crapules. Oui. Or, ça, c'est pas produire. Tout le monde s'est débrouillé pour qu'il puisse pas se présenter aux élections, donc en même temps, c'est très bien. Mais, le pauvre garçon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le problème, c'est pas les impôts. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait des impôts. Le problème, c'est l'utilisation des impôts. Il faut que fait-on de notre argent? Que fait-on dans la base de la démocratie? C'est le contrôle des impôts par la classe, par le Parlement. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Absolument. Et donc, encore une fois, il faut pas regarder le symptôme, il faut regarder la cause. La cause, c'est qu'est-ce qu'ils font de notre pognon? Bonne question. Oui, effectivement. Joseph. Et on continue à parler au 0826 300 300 avec nos auditeurs de Sud Radio. Et c'est Guy de Ponto-Combo qui nous a appelé. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui. Bonjour. Bonjour à vos invités et bonjour à toute l'équipe Sud Radio. Alors j'ai bien entendu, mais j'ai pris l'émission en cours concernant l'immobilier ou autre. Oui. Je me suis peut-être fait une fausse idée ou j'avais peut-être des certitudes. Mais je pensais que les suzerains qui nous gouvernent avaient intérêt à ce que nous, on s'endette au maximum et qu'on devienne propriétaire d'un maximum de choses pour avoir les pieds et poings liés de façon à ce que nous puissions plus descendre dans la rue pour quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai, parce qu'il faut rembourser le prêt. Parce qu'il faut rembourser. Et c'est ce qui fait que les gens ne bougent pas. Et que les gilets jaunes, ça a été un feu de paille pratiquement. Parce que les gens ne bougeront plus maintenant, je pense. C'est pas faux ce que vous dites. Il faut pas oublier que par exemple dans la vieille tradition juive, bien avant le Christ et tout, il y avait je crois ce qui s'appelait le jubilé. Tous les 70 ans, on annulait toutes les dettes. Parce que quelque part, un homme qui est endetté n'est pas libre. C'est vrai. Et donc, moi, personnellement, j'ai refusé d'avoir des dettes jusqu'à 40-45 ans. J'en ai d'ailleurs très peu, parce que dès que j'ai des dettes, je suis très mal à l'aise. D'abord, j'en suis un coup de téléphone de ma banque, je me mets à transpirer. C'est parce que nous faisons partie de l'ancienne génération. Non, c'est que simplement, peut-être les gens n'ont pas compris comment ils devenaient esclaves. Et on devient esclave par la dette. Donc, je connais peu de gens qui se sont enrichis en s'endettant. Oui, mais en même temps, comment vous voulez faire? Parce que vous dites ça, Charles Gave, et vous avez réussi peut-être justement à éviter ça. Mais vous savez, les gens qui ont envie d'un appartement, d'une maison, etc., mais ils n'ont pas les moyens de la payer. Donc, ils vont s'endetter. Donc, on revient à la propriété. Vous dites d'un côté, écoutez, il faut être propriétaire, c'est une bonne chose, et c'est vrai. Et d'un autre côté, mais j'ai pas les moyens, moi, d'acheter. Dans ce moment-là, il faut louer. Et moi, je trouve, louer, par exemple, moi, quand j'ai décidé de partir pour Londres en 81, parce que je voulais pas vivre dans un pays où il y avait des ministres communistes, avec ma femme, on avait 3 enfants, on est parti, on n'avait pas un rond, mais j'avais pas un sou de dette, j'avais rien acheté. Donc, j'ai rendu les clés de mon appartement, ou que je louais, j'ai dit merci beaucoup. Et le 14 septembre, j'étais à Londres, mes enfants inscrits au lycée. Donc, la dette, c'est une façon de réduire votre liberté. Imaginez que vous trouviez un boulot, je sais pas où, à Avignon, et puis vous le perdez, vous en trouvez un autre à Toulouse. Si vous achetez à Avignon, vous êtes coincé. Ouais, il faut pouvoir vendre, etc. Il faut pouvoir le vendre, ça va coûter la peau des fesses. Le gouvernement va prendre 10% à l'aller, 10% au retour. En fait, c'est toujours pareil, entre liberté et sécurité, quelquefois il faut choisir. Et celui qui choisit la sécurité, il n'aura ni la sécurité ni la liberté. Benjamin Franklin. D'accord. Juste une question avant de partir. Que pensez-vous de tous ces aigrefins qui nous gouvernent et qui veulent et qui apprennent à gérer leurs dettes? Oui, mais encore une fois, c'est pas perdu pour tout le monde. Vous savez, il y a quelque chose en France qui marche très très bien, qui s'appelle le capitalisme de connivence. C'est-à-dire que si vous êtes copain avec un gars qui a fait l'ENA et je sais pas, et il va vous passer des contrats qui seront faits et qui sont payés avec de l'argent emprunté, le pays s'appauvrira, mais lui, il gagnera. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que 3 possibilités aujourd'hui quand on analyse la France. La première, c'est que nous soyons gouvernés par des imbéciles. Ce qui est possible. Un certain nombre. Envisageable. C'est une hypothèse qui peut être retenue. La deuxième, qui est aussi très importante, c'est qu'ils aient un agenda caché qu'on comprenne pas.
voyez, c'est ceux qui vous parlent de Davos et tous ces trucs-là. Bon, je sais pas s'il y en a un, j'y crois pas. On va me traiter de complotiste. On va me traiter de complotiste. Donc, je dis, il y a peut-être un horrible complot. Moi, je le vois. Enfin, je suis pas capable de juger. Et la troisième, c'est que ce soit tout simplement des crapules et qui nous volent. Si vous avez une quatrième idée, faites-le moi savoir. J'en connais pas d'autres, moi. Oui, en tout cas, le capitalisme de connivence, on sait qu'il existe, pas seulement en France, mais ailleurs. Oui. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier que beaucoup de gens continuent à s'enrichir, bien sûr. Bien sûr, en volant les autres. Ce qui est pas normal. Est-ce que on peut avoir Augustin? Alors, on n'a pas d'auditeurs, on n'a plus d'auditeurs, mais par contre sur le Facebook Live, ça réagit énormément, oui. André. Alors, par exemple, évidemment, il y a par exemple Neige qui se dit le problème, c'est que l'argent n'est pas redistribué. Où va-t-il? C'est vrai qu'il y a énormément de commentaires sur le Facebook Live de Sud Radio, et les gens se demandent, c'est le problème de la redistribution aussi. Ils se posent beaucoup cette question, ils ne comprennent pas vraiment où va leur argent. Ça, ils ont bien raison. Moi non plus d'ailleurs. Et où va l'argent? Ben là, vous savez, je vais peut-être terminer alors avec une astuce d'un homme que j'aimais beaucoup qui s'appelait Milton Friedman. Il disait, vous avez 4 façons de dépenser de l'argent. Hein. Vous avez de l'argent que vous avez gagné vous-même et que vous dépensez pour vous. Oui. À ce moment-là, il est en général bien dépensé. Absolument. De l'argent, c'est votre argent et vous le dépensez. L'argent que vous avez gagné vous-même et que vous dépensez pour quelqu'un d'autre. En général, la personne pour laquelle vous le dépensez, je sais pas, si j'achète une Ferrari à ma femme, par exemple, elle va peut-être pas être enthousiasmée. Vous voyez, c'était pas la première chose auquel elle aurait pensé. Moi, ça m'amuse, la Ferrari, mais peut-être pas elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, vous avez de l'argent que quelqu'un d'autre a gagné, par exemple votre grand-père, et que vous dépensez vous, l'héritage. Bon, ben, il sera dépensé peut-être pas au mieux des intérêts de tout le monde. Et puis de l'argent que personne n'a gagné et qui est dépensé pour quelqu'un d'autre, qui a été piqué à une troisième personne, c'est-à-dire l'État, ça c'est n'importe quoi. Parce que les gars, ils dépensent pour être réélus. Charles Gave est un économiste et investisseur français connu pour ses analyses critiques sur l'économie et la finance. Il parle souvent des risques économiques en Europe, notamment d'un possible effondrement monétaire. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Un effondrement monétaire, c'est quand une monnaie perd énormément de sa valeur en très peu de temps. Cela arrive généralement à cause de mauvaises décisions économiques, d'une dette trop élevée ou d'une perte de confiance des investisseurs et des citoyens. Charles Gave pense que l'Europe pourrait être sur cette voie à cause de plusieurs facteurs. D'abord, il critique fortement la gestion de l'euro par la Banque centrale européenne, BCE. L'euro est une monnaie unique utilisée par plusieurs pays aux économies très différentes. Certains pays comme l'Allemagne sont économiquement forts, alors que d'autres, comme la Grèce ou l'Italie, ont des économies plus fragiles. Pour maintenir l'équilibre, la BCE imprime beaucoup d'argent et garde des taux d'intérêt très bas. Le problème, selon Gave, c'est que cela crée une inflation artificielle et affaiblit la monnaie. Plus on imprime de l'argent, plus il perd de sa valeur, ce qui peut mener à une perte de pouvoir d'achat pour les citoyens. Ensuite, il met en avant le poids de la dette des pays européens. Beaucoup de pays de la zone euro sont endettés à des niveaux très élevés. La France, par exemple, a une dette qui dépasse largement 100% de son PIB. Cela signifie que l'État doit sans cesse emprunter pour payer ses dépenses. Mais plus un pays est endetté, plus il devient risqué pour les investisseurs. Si un jour ces derniers décident de ne plus prêter d'argent à un pays ou demandent des taux d'intérêt plus élevés, cela peut provoquer une crise financière. Pour Charles Gave, cette dette est un problème majeur qui menace la stabilité de l'euro. Un autre point qu'il soulève est la perte de compétitivité des pays européens. Selon lui, les politiques économiques menées depuis des années n'ont pas permis aux entreprises européennes de rester compétitives face à celles des États-Unis ou de la Chine. Par exemple, l'Europe impose beaucoup de taxes et de réglementations aux entreprises, ce qui ralentit leur croissance. Si les entreprises ne sont pas assez compétitives, elles produisent moins de richesses et l'économie stagne. Une économie faible combinée à une monnaie qui se déprécie peut mener à une crise majeure. Charles Gave parle aussi de la confiance dans l'euro. Une monnaie repose sur la confiance des gens qui l'utilisent. Si les citoyens européens commencent à douter de la solidité de l'euro, ils peuvent chercher à convertir leur argent en d'autres devises plus stables, comme le dollar ou l'or. Cela pourrait accélérer la chute de l'euro et provoquer une crise monétaire.
Il cite l'exemple d'autres pays qui ont connu des effondrements monétaires à cause d'une mauvaise gestion économique, comme l'Argentine ou le Venezuela. Enfin, il critique le fonctionnement même de l'Union européenne. Il pense que les institutions européennes ne prennent pas toujours les bonnes décisions et que la bureaucratie freine les réformes nécessaires. Il estime aussi que les différences économiques entre les pays rendent l'euro difficile à gérer. Par exemple, un pays comme l'Allemagne, qui a une économie solide, pourrait vouloir des taux d'intérêt plus élevés pour éviter l'inflation, alors qu'un pays comme l'Italie préfère des taux bas pour continuer à emprunter facilement. Cette contradiction rend la gestion de la monnaie compliquée. Alors, l'Europe va-t-elle vraiment connaître un effondrement monétaire? Selon Charles Gave, si les politiques économiques actuelles ne changent pas, c'est une possibilité. Mais il est difficile de prévoir exactement quand et comment cela pourrait arriver. Certains économistes ne sont pas d'accord avec lui et pensent que la BCE peut encore stabiliser la situation en ajustant ses politiques. D'autres estiment que l'euro est trop important pour l'Union européenne et que des mesures seront prises pour éviter une crise grave. En résumé, Charles Gave met en garde contre plusieurs dangers qui menacent l'euro. Une gestion